Salut, Aïbeh, vous m'entendez bien? Oui, Ok. Salut, chers tous et toutes. Je me présente, je suis Dr Jawer Boudabous, assistante en pédopsychiatrie au service de pédopsychiatrie de SFAX. Donc, je vais clôturer avec vous les cours de pédopsychiatrie par ce cours qui est en fait un cours de synthèse. Et je vous ai déjà déposé le cours sous forme PDF et PowerPoint sur la plateforme de la faculté. Et j'ai vu que plusieurs parmi vous ont consulté le cours. Donc, cette séance sera consacrée pour des cas cliniques et je vais essayer tout au long de ces cas cliniques de faire un rappel pour le cours. Donc, le cours est intitulé Les difficultés scolaires chez l'enfant. Et pour pouvoir parler le même langage, on doit tout d'abord définir qu'est-ce que c'est les difficultés scolaires. Et pour parler de difficultés scolaires, il faut que l'enfant fréquente régulièrement l'école. On définit parmi ces difficultés scolaires le retard scolaire, qui est en fait un redoublement à 2 reprises au maximum durant le cursus scolaire de l'enfant, c'est-à-dire qu'il a refait 1 ou 2 années au maximum. L'échec scolaire, c'est un enfant qui a redoublé 3 fois ou plus, donc plus que 2 fois. C'est un retard scolaire qui dépasse les 2 ans. Le fléchissement scolaire est défini par la baisse du rendement scolaire, la baisse des résultats scolaires. Et le désintérêt scolaire, c'est l'absence d'investissement de la scolarité. Donc, j'ai voulu vous mettre ces diapositives qui, pour moi, résument que ce soit le bilan qu'on peut réaliser chez un enfant qui consulte pour difficultés scolaires, mais également peut nous aider pour avoir une orientation diagnostique si un enfant consulte pour difficultés scolaires. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui peut commenter ce schéma? Euh, Est-ce que je peux? Bien sûr. Pour avoir une réussite scolaire, il doit y avoir une motivation de la part de l'enfant et euh, en même temps, il doit avoir les capacités pour faire cela, à savoir le langage écrit, le langage oral, l'attention, la perception, motricité, orientation et tout ça. Très bien. Donc, pour un enfant, réussit sa scolarité et même un enfant, un adolescent ou un étudiant, pour qu'il peut réussir la scolarité ou tout âge qu'il va la faire, il doit avoir des capacités. Des capacités en fonction cognitive, donc c'est l'intelligence, l'attention qu'il a, les fonctions exécutives, la motricité fine, le langage écrit et le langage oral, mais ce n'est pas suffisant, il doit avoir une motivation. Parce qu'un enfant très intelligent, s'il est déprimé, il ne va pas réussir sa scolarité ou il peut subir un fléchissement des résultats scolaires. Donc, si on va explorer un enfant en difficulté scolaire, on va explorer ses capacités en intelligence en demandant un bilan intellectuel, ses capacités en attention ou en fonction exécutive et on va demander un bilan neurocognitif, ses capacités en langage oral ou en langage écrit et on va demander un bilan orthophonique, ses capacités motrices et on peut demander un bilan psychomoteur et ceci pour les capacités de l'enfant et si on est en train de parler de difficultés scolaires qui sont primitives. Mais si l'enfant il n'est pas motivé pour la scolarité, donc il a des capacités normales, d'après même ça suffit au niveau de l'interrogatoire et de l'entretien pour l'enfant, on ne va pas passer à demander d'autres bilans. Donc si on est face à un enfant qui est déprimé, donc il n'est pas motivé, il n'est pas intéressé pour sa scolarité, donc
ça peut expliquer les difficultés scolaires que l'enfant va présenter. Donc, devant un enfant en difficulté scolaire, le bilan qu'on va demander, bien évidemment, on va se renseigner sur les circonstances de la consultation de l'enfant. On va analyser les données scolaires, puisqu'il consulte pour ses difficultés scolaires. On peut observer le cahier de l'enfant, les bulletins scolaires, et même d'après ces données, on peut déjà avoir une idée sur les étiologies des difficultés scolaires chez cet enfant. On va faire un entretien avec les parents et un entretien avec l'enfant. Pour l'enfant, on commence par l'analyse du discours de l'enfant. Et par cette analyse, on peut avoir une idée sur le niveau d'intelligence de l'enfant et sur le plan affectif, est-ce que l'enfant a une humeur réactive ou plutôt il est triste. Puis, on va donner à l'enfant des exercices scolaires et pour les enfants qui sont inhibés, on peut donner des jeux et du dessin qu'on va interpréter après pour pouvoir forger une orientation diagnostique. L'examen somatique après a une importance primordiale pour l'enfant en difficulté scolaire. Et on peut trouver des pathologies somatiques chez l'enfant qui expliquent les difficultés scolaires. Puis, on va demander les examens complémentaires, l'examen ophtalmologique qui est très important chez l'enfant. Et un enfant qui a une baisse de l'acuité visuelle peut ne pas réussir bien dans sa scolarité. On peut demander des examens de l'imagerie, un EEG, un bilan cognitif, un bilan orthophonique, psychomoteur ou un test de personnalité, suivant le cas. Donc, quelles sont les étiologies des enfants qui ont des difficultés scolaires? Donc, je vais commencer par ce cas clinique. C'est une fille qui s'appelle Amina, âgée de 8 ans, qui consulte avec ses parents pour des difficultés scolaires. En effet, elle n'est pas bien concentrée en classe et c'est les remarques de l'instituteur. Et la mère également vous dit qu'elle a remarqué que sa fille est distraite par moments au point qu'elle ne répond pas lorsqu'elle l'appelle. Donc, vous avez le cas clinique devant vous. Alors, à partir de ce stade, quel diagnostic suspectez-vous? Ou y a-t-il d'autres éléments que vous voulez savoir de l'entretien et qui peuvent également vous aider pour avoir une orientation diagnostique? Oui? Sur le plan sémiologique, qu'est-ce qu'il y a dans le cas? Oui. Oui, c'est bien. Donc, ça fait suspecter une épilepsie absence. Et comment on définit l'épilepsie absence? Au niveau de la sémiologie. C'est cette fille qui ne répond pas lorsque sa maman l'appelle. Oui, c'est une perte de contact ou c'est une rupture brève du contact. Brève de quelques secondes. Donc, également, la mère, elle va nous informer que sa fille a eu une convulsion fébrile à l'âge d'1 an et demi et qu'elle n'a pas nécessité de prescription médicamenteuse. Donc, cette fille avait déjà une certaine fragilité cérébrale. Docteur, Oui, dans ce contexte, on ne peut pas évoquer des troubles du spectre de l'autisme. oui, tu peux évoquer. Oui, devant. Maman, devant la distraction quand on parle à l'enfant ou elle ne répond pas. Tu peux l'évoquer, bien sûr. Mais quel est le noyau de l'autisme? Comment tu peux éliminer ce diagnostic? L'âge.
Pourquoi l'âge? Le fait qu'elle est déjà à l'école, Oui, mais des enfants qui sont atteints d'autisme peuvent fréquenter l'école s'ils ont une intelligence normale et ils ont déjà un langage. Les manifestations sont précoces pour l'autisme. Mais cette fille, elle est venue pour vous voir à l'âge de 8 ans. Donc, on peut demander à l'interrogatoire et on peut faire un entretien avec la fille. Si on va suspecter l'autisme, qu'est-ce qu'on va trouver chez cette fille? c'est par moment. Un trouble de communication. Oui, c'est le noyau de l'autisme, c'est le trouble de la communication verbale et non verbale. Donc, juste par l'entretien avec la fille, on peut éliminer le diagnostic d'autisme. Et dans l'autisme, on trouve fréquemment, les mamans disent que leur enfant, il est ailleurs et lorsqu'elle appelle, elle appelle, il ne répond pas. Donc, dans ce cas, on est face à une fille qui a une épilepsie de type absence. Il s'agit d'une forme d'épilepsie qui est fréquente chez les enfants d'âge scolaire. Et on note un pic de fréquence vers l'âge de 6-7 ans. Et sur le plan sémiologique, l'épilepsie absence est définie par une rupture brève du contact de l'ordre de 5 à 20 secondes avec arrêt de l'activité en cours. Donc, la fille, lorsqu'elle est en classe, elle va subir cette rupture brève du contact et elle va arrêter son écriture ou la tâche scolaire qu'elle est en train d'effectuer. Donc, ceci est à l'origine d'un apprentissage qui est lacunaire, de difficultés attentionnelles et de difficultés scolaires. Et le G dans l'épilepsie absence est typique et va nous aider pour la confirmation diagnostique. Donc, pour un enfant en difficulté scolaire, on peut évoquer plusieurs étiologies. L'enfant, en fait, il n'est pas seul, donc il vit dans un environnement familial, puis la société et dans l'école. Donc, si l'enfant a des problèmes au niveau des apprentissages à l'école, donc si l'apprentissage à l'école n'est pas adapté, s'il existe un problème pédagogique au niveau des enseignants, donc il peut manifester des problèmes scolaires. S'il existe au niveau de la maison des conflits fréquents, donc ça peut retentir sur la scolarité de l'enfant. Et pour l'enfant lui-même, on peut diviser les difficultés scolaires en 3 rubriques pour les étiologies: des troubles somatiques et sensoriels, des troubles neurodéveloppementaux où ce sont des difficultés scolaires qui sont primaires et des difficultés scolaires qui sont secondaires à des troubles psychiatriques. Et pour les troubles somatiques et sensoriels, les enfants qui sont atteints de maladies chroniques telles que l'épilepsie, telles que le diabète, l'hypothyroïdie, l'asthme peuvent manifester des difficultés scolaires, surtout en rapport avec l'absentéisme scolaire vu les décompensations de leur maladie chronique. Les enfants également qui ont une amblyopie ou une déficience auditive vont avoir des difficultés scolaires. Et pour ces troubles, cet enfant va être maintenu dans un circuit scolaire normal. Il va suivre sa scolarité de façon normale. Donc, on va passer à ce deuxième cas clinique. C'est un garçon âgé de 9 ans qui est un élève en deuxième année d'enseignement de base et vous consulte pour des difficultés scolaires également. Sa maman, qui est de niveau scolaire primaire, vous informe que son enfant n'a pas parlé au même âge que sa sœur jumelle et vous remarquez que Ahmed se trompe dans des calculs simples et n'arrive pas à expliquer des proverbes. Alors, pour ce cas, qu'est-ce que vous relevez comme sémiologie chez ce garçon? Dyscalculie. Dyscalculie, dyslexie.
dyscalculie, dyslexie. Je vous ai demandé de faire l'analyse du cas, une analyse sémiologique, et ce n'est pas de donner les diagnostics qui sont les plus probables. Défaut de jugement du langage. Donc, femme a un problème de jugement, donc un trouble du jugement. Aïe, quoi d'autre? Retard du langage. Retard du langage. Donc, on doit explorer. Oui, Défaut de raisonnement. un trouble du raisonnement et du jugement. Mhm. Quoi d'autre? C'est un garçon qui est âgé de 9 ans et il est scolarisé en 2e année. Retard mental. Donc, on parle à ce stade de sémiologie, non pas de diagnostic. Échec scolaire. Échec scolaire, donc, il a peut-être redoublé, on va dire, une seule année. Donc, ce n'est pas l'échec, c'est plutôt le retard scolaire. L'échec, c'est 3 redoublements. Donc, c'est un enfant âgé de 9 ans qui a des difficultés scolaires et on note un retard scolaire, un retard du langage. On doit demander à quel âge il a parlé et surtout l'âge d'acquisition de la première phrase. Et au niveau de l'entretien, on a noté des difficultés au niveau du raisonnement et du jugement. Donc, quel est le diagnostic qui est le plus probable? Retard mental. Retard mental. Est-ce que d'après les éléments que vous avez dans ce cas, vous pouvez déduire l'origine de ce retard mental ou une étiologie à ce retard mental? Non. Non. Il y a un élément que vous n'avez pas exploité. Héréditaire. Le niveau scolaire primaire de la mère? Non, pas obligatoire. L'âge d'acquisition est différent de sa sœur jumelle. C'est sa jumelle. Donc, c'est un enfant qui est issu d'une grossesse gemellaire. Donc, il a une certaine fragilité cérébrale et on doit demander les circonstances de l'accouchement. Est-ce qu'il était né à terme ou non? Est-ce qu'il a subi une souffrance fétale aiguë? Et s'il a subi une souffrance fétale avec un manque d'oxygénation au niveau du cerveau, donc à cet âge, le cerveau est très fragile et ça peut retentir sur l'apprentissage scolaire et les capacités cognitives de cet enfant. Donc, c'est surtout qu'il est issu d'une grossesse gemellaire. On doit bien demander à la maman et voir le carnet de santé de cet enfant pour essayer de trouver certaines étiologies à ces difficultés chez cet enfant. Madame, Oui, هوني ما نجمش نقولوا trouble spécifique de l'apprentissage معناتها الكا كلينيك ما aïe, pourquoi? خاطر ما فماش vraiment des éléments en rapport avec l'handicap intellectuel. ماش تحسوا احنا حكينا les éléments en rapport avec l'handicap, c'est le trouble du raisonnement et du jugement. Donc, qu'est-ce qu'on va donner à l'enfant? Des calculs simples, 3 plus 4 ou des calculs simples, et on lui a donné un proverbe simple. Donc, il n'arrive pas à juger ou à raisonner. Donc, si tu veux penser à une dyslexie, devant quoi? En fait, devant le fait qu'il ne peut pas expliquer. Expliquer des proverbes, la dyslexie. La dyslexie, c'est pas vraiment, on n'a pas demandé à l'enfant ni d'écrire, ni de lire. D'accord, j'ai compris, merci. Quand les proverbes, on doit demander à l'enfant comment il va raisonner et même par des calculs très simples ou des proverbes simples qu'il a même vus pendant sa scolarité. Oui, d'accord, merci. Oui. Et également, c'est un enfant, avant de parler de troubles spécifiques des apprentissages, il faut explorer l'intelligence de cet enfant. Donc, c'est un diagnostic différentiel. Donc,
L'handicap intellectuel peut expliquer un grand nombre d'étiologies de difficultés scolaires chez l'enfant. Et ce sont les enfants qui ont un handicap de degré léger et qui sont scolarisés dans les écoles. Et on va noter des difficultés d'apprentissage dès le jardin d'enfants avec des capacités de base qui sont restreintes. Et depuis le jardin d'enfants, on note des difficultés chez cet enfant à avoir un certain raisonnement, à juger ou à comprendre certaines consignes. Et souvent, les étiologies du retard mental sont multifactorielles. Docteur, Oui, j'ai une question là, le diagnostic, le retard mental, par exemple, dyscalculie, tout cas, c'est sémiologique, le diagnostic, je n'ai pas compris qu'il fait c'est pas un recueil sémiologique. donc si on demande des recueils sémiologiques, on va demander les signes et ce n'est pas les diagnostics. And then, le diagnostic, c'est le retard mental. Oui, et les signes, c'est un enfant qui a un retard scolaire, donc déjà il a redoublé, c'est un enfant qui a des difficultés, il a ce retard scolaire, il a un retard du langage et c'est un enfant qui a un trouble du raisonnement et du jugement. Ce sont des signes et si on regroupe ces signes, on peut penser à un retard mental. D'accord, merci docteur. Voilà. Ok, donc dans l'handicap intellectuel, on va trouver un déficit au niveau des fonctions intellectuelles, au niveau du raisonnement, du jugement. On va demander à l'enfant une résolution de certains problèmes. Et bien évidemment, les tâches qu'on va donner à l'enfant sont compatibles avec son âge. On ne va pas lui donner des opérations de calcul mental qui dépassent son âge. Et dans le handicap intellectuel, il existe un déficit au niveau de l'adaptation de l'enfant avec ses pairs à l'école. Donc, chez cet enfant, on doit lui offrir un soutien pédagogique. Et ces enfants sont scolarisés dans des écoles normales, mais dans des classes d'intégration où normalement, ils vont donner des heures supplémentaires à ces enfants qui ont une déficience légère. Et pour chaque enfant atteint de déficience intellectuelle, théoriquement, ils vont diminuer 5 enfants normaux pour aider cette institutrice à bien gérer la classe. Et pour les enfants qui ont une déficience mentale moyenne ou profonde, ils sont inscrits dans des institutions spécialisées telles que l'UTEM. Et à un âge ultérieur, on peut leur offrir une formation professionnelle qui est adaptée avec leurs capacités intellectuelles. Donc, on passe… Oui. Pardon, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de la limitation significative du comportement adaptatif? Je n'ai pas saisi, mais il va se comporter avec ses camarades. Avant, lorsqu'on parlait d'handicap intellectuel, dans les classifications anciennes, c'est basé essentiellement sur l'évaluation du quotient intellectuel, qui est normalement entre 70 et 100. Donc, juste on va évaluer le raisonnement et le jugement. Dans les classifications les plus récentes, on doit explorer l'adaptation de l'enfant. Comment il va s'adapter avec ses pairs. On va lui demander, par exemple, des questions pour voir même l'intelligence émotionnelle. Si ton ami, il t'a arraché ça, s'il a fait quelque chose, s'il a menti. Donc, on va voir son raisonnement et son adaptation au niveau de l'école et avec ses amis. Donc, les enfants qui ont un retard mental, fréquemment, leurs camarades, ils vont en profiter et même, il peut être victime d'harcèlement. Donc, on va explorer son adaptation, que ce soit dans ses opérations et même son adaptation dans la vie quotidienne. Donc, si, par exemple, on lui dit, tu es sorti, tu n'as pas trouvé ta maman ou tu n'as pas trouvé un certain objet, comment tu vas te comporter, comment tu vas faire. Donc, on va voir son adaptation. Et cette adaptation va nous donner également une idée sur son intelligence. Et même des problèmes simples. Donc, si ton père il est en voiture, il n'a pas trouvé de l'essence, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, c'est l'adaptation dans la vie et comment il va se comporter. Merci. Oui, on va continuer pour ce troisième cas clinique.
C'est un enfant âgé de 8 ans qui vous consulte pour des difficultés scolaires et vous relevez à l'entretien avec sa mère que Ahmed avait un développement normal, mais il n'a parlé qu'à l'âge de 3 ans. Il a intégré le jardin d'enfants à l'âge de 4 ans et son éducatrice a remarqué qu'il aimait beaucoup plus le dessin et refusait les tâches d'écriture. Ahmed vous paraît vivace en consultation, il est souriant et il s'intéresse aux jeux et au dessin. Puis, pendant l'entretien, vous demandez à Ahmed d'écrire une dictée. Avant de vous montrer cette dictée, alors quels sont les éléments sémiologiques que vous retirez d'après cette séquence d'entretien avec l'enfant? Difficultés scolaires, retard de langage. Oui. S'intéresser s'intéresser à des activités spécifiques comme le dessin. Donc, il s'intéresse au dessin, mais il refuse tout ce qui est en rapport avec l'écriture. Donc, c'est un enfant qui a une certaine aversion pour les tâches d'écriture. Et pour le passage que cet enfant, il vous paraît vivace et qu'il est souriant et s'intéresse au jeu et au dessin. Donc, ces éléments ou plutôt sont des signes négatifs, ils vont vous aider à éliminer quel diagnostic? L'autisme. Et qu'il est souriant et s'intéresse au jeu, ça permet d'éliminer l'autisme? Dépression. Oui? Dépression. Oui, très bien. Donc, si d'après cet entretien, on peut dire que l'enfant n'a pas d'éléments dépressifs. Donc, Madame, les difficultés scolaires, l'autisme. donc, vous avez demandé à cet enfant d'écrire une dictée et voici l'écriture de cet enfant. Et tout en bas, vous avez le texte de la dictée. Alors, qui parmi vous peut analyser cette dictée? On a les lignes ils ne sont pas alignés qui m'a dicté. Oui. Il y a une confusion. L'écriture qui est désordonnée avec beaucoup de ratures dans l'écriture. Oui. Il y a une confusion. Le fait اللي واحد يشطب يعاود نفس الكلمة. Plusieurs fautes. Oui. Des confusions. Où existe cette confusion? Entre quoi et quoi? كما شهاب شهاب حرف الشاء وحرف الحاء. فما tiré entre les mots. C'est puis dans la dernière ligne, on a demandé à l'enfant de répéter les mots, les mots où on a trouvé plusieurs fautes chez l'enfant. Ce sont des mots séparés dans la dernière ligne. Donc, chez cet enfant, on a trouvé des omissions. Donc, il a oublié des lettres, des confusions entre les lettres, s'ils ont la même prononciation ou ils ont la même forme. Et il existe des ajouts de certaines lettres qui n'existent pas dans la dictée. Donc, devant cette écriture chez cet enfant et ses difficultés, quels sont les diagnostics à qui vous pensez? Dyslexie. Spécifique des apprenants. Seulement où on peut trouver, on peut penser à un autre diagnostic. Peut-être. Oui, les troubles spécifiques des apprentissages, que ce soit dyslexie ou dysorthographie, qui sont le plus souvent associés.
Scolarité mal adaptée. Oui. Mhm. Hypoacousie. Hypoacousie, donc ce sont les diagnostics différentiels des TSA, des troubles spécifiques des apprentissages. Mhm. تنجم تكون أفازي. Non, Déficit d'attention. on va explorer. Mais d'après ce passage, on n'a pas vu s'il a des problèmes attentionnels ou non. Et pour faire la différence surtout entre un enfant qui a un TDAH ou un TSA, un enfant qui n'est pas attentif, on va lui demander de s'auto-corriger. Donc, on va lui dire, alors, regarde le mot, qu'est-ce que tu as écrit, est-ce que tu peux le corriger? Si un enfant il a juste des problèmes attentionnels, il peut corriger ses fautes. Mais si un enfant a une dysorthographie, donc il n'arrive pas à corriger les fautes qu'il a. Est-ce qu'on peut penser à un retard mental chez cet enfant? Développement normal. Sauf qu'il a un retard de langage. Oui, on peut penser. Oui, donc devant des difficultés pareilles, on peut penser à un retard du langage chez l'enfant et on peut penser à un trouble spécifique des apprentissages également. Donc, pour un enfant qui consulte, c'est le croc que je vous ai donné dans la capsule vidéo du cours. Donc, pour un enfant qui a des difficultés d'apprentissage, avant de parler de troubles spécifiques des apprentissages, quelles sont les deux conditions essentielles qu'on doit rechercher? C'est même dans la définition des troubles spécifiques des apprentissages. Donc, Ne peut pas être attribué ni à un handicap intellectuel, oui, ni à un handicap physique. Oui, il n'a pas un handicap intellectuel ou physique et l'enfant doit fréquenter régulièrement l'école pour parler d'un trouble spécifique des apprentissages chez l'enfant. Si on suspecte ce trouble, quels sont les bilans qu'on va demander? Orthophonie. Oui, très bien. Ophtalmo. Oui. Imagerie. Quel type d'imagerie? IRM cérébral. À la recherche de quoi? S'il n'y a pas une cause d'un handicap intellectuel. Donc, ce n'est pas systématique qu'on va demander. Mais on est orienté vers un trouble spécifique des apprentissages. Donc, on va demander plutôt un bilan orthophonique parce que ce bilan va explorer le langage oral et le langage écrit chez l'enfant. On va demander un bilan intellectuel. On va faire bien évidemment un bilan affectif et un entretien avec l'enfant. Et s'il a des problèmes d'organisation motrice, on peut demander un bilan psychomoteur. Donc, juste un petit rappel pour le cours. Donc, les troubles spécifiques des apprentissages, il s'agit de troubles neurodéveloppementaux et on trouve le trouble de la lecture ou dyslexie, de l'écriture ou dyscalculie, et de l'écriture ou dysorthographie et du calcul ou dyscalculie. Il s'agit d'un trouble qui est significatif et persistant de l'apprentissage de la lecture. Donc, c'est un trouble qui est significatif. Ce ne sont pas quelques difficultés. C'est un trouble significatif et persistant de l'apprentissage de la lecture. Et en pratique, c'est surtout après l'âge de 7 ans, car au début, l'enfant est en cours d'apprentissage et il peut avoir des erreurs qui sont normales en rapport avec son développement. Et on peut trouver chez l'enfant, dans plus de la moitié des cas, un trouble du langage oral, comme dans le cas dernier, c'est un enfant qui a un retard du langage oral qui peut être une condition de vulnérabilité et peut prédire un trouble
ultérieurement au niveau du langage écrit, qui est les troubles spécifiques des apprentissages. Donc, dans le cas de dyslexie ou dysorthographie, les enseignants vont remarquer que cet enfant, lorsqu'il interroge oralement, il arrive à bien donner des expressions orales, il arrive à bien répondre, mais en écrit, on observe un décalage qui est très important. Dans la lecture à voix haute, l'enfant a une lecture qui est lente, qui est saccadée, avec une incapacité à utiliser la ponctuation et les règles grammaticales. Et on observe des fautes à type de confusion au niveau des lettres qui ont des formes symétriques ou des formes proches, des inversions, des omissions, des adjonctions et des substitutions. Et ces fautes, qu'on les trouve dans le langage, dans la lecture, on les trouve également lorsque l'enfant va écrire, comme dans ce cas clinique qu'on a vu. On doit éliminer les diagnostics différentiels qui sont une déficience sensorielle, une déficience intellectuelle, des causes organiques, une scolarité mal adaptée ou un retard simple de la lecture. Donc, pour les enfants qui sont atteints de TSA, quelles sont les grandes lignes de la prise en charge? Madame, Oui? est-ce que l'intelligence est normale? Est-ce que l'intelligence Est normale? Donc, normalement, l'enfant atteint de TSA a une intelligence qui est normale. Mais dans nos pratiques et lorsqu'on se spécialise dans ce domaine, on peut accepter une comorbidité entre un retard mental léger et un trouble spécifique des apprentissages, mais dans ce cas, les difficultés qui existent chez cet enfant ne sont pas uniquement expliquées par le retard mental. Donc, il doit avoir trop de difficultés qui ne sont pas expliquées par ce retard mental et seront de ce fait expliquées par le TSA. Mais de façon académique, vous allez retenir que l'enfant doit avoir une intelligence qui est normale. D'accord, merci. Donc, pour la prise en charge, elle va se baser sur quoi? Orthophonique. Très bien. Donc, si on parle de troubles spécifiques des apprentissages, on doit préconiser à cet enfant une rééducation orthophonique. Au début, l'orthophoniste va faire son bilan pour voir les difficultés chez cet enfant et la rééducation doit être précoce, régulière et fréquente chez cet enfant pour l'aider à dépasser ses difficultés au niveau de la lecture et de l'écriture. L'enfant va être maintenu dans un circuit scolaire normal. On peut préconiser une rééducation psychomotrice, une prise en charge psychiatrique s'il existe un retentissement psychologique important du TSA sur l'enfant et on doit l'aider au niveau de l'école. Essentiellement, on préconise aux enseignants de lire la consigne pour l'enfant. Donc, si, par exemple, il est dans une épreuve de mathématiques et il n'arrive pas à lire la consigne, il va répondre de façon qui est fausse. Donc, et pour les évaluations doivent être favorisées de façon orale plutôt que de façon écrite et autant que possible. Et pour les matières, par exemple, qui ne se basent pas sur l'orthographie, donc l'instituteur doit vraiment négliger un peu les fautes que fait l'enfant et il ne doit pas le sanctionner pour toutes les fautes. Les documents seront aérés pour cet enfant et on doit l'aider tout au long de son apprentissage scolaire. Donc, je vous donne un autre cas clinique. C'est le résultat d'un bilan scolaire qu'on a donné à l'enfant pour donner à son instituteur. Et c'est un enfant qui est à l'école et dont l'institutrice a noté ses troubles chez cet enfant. Alors, d'après les constatations de l'institutrice, qu'est-ce que vous faites comme sémiologie?
déficit d'attention. Trouble de concentration. Oui, donc il a des troubles attentionnels. Oui, Distracté. la distractibilité et quoi? Inattention. Donc les troubles attentionnels. Instabilité motrice. Et l'instabilité ou l'hyperactivité. Niveau d'intelligence normale. L'intelligence qui est normale. Oui, l'intelligence qui est normale parce qu'il répond de façon correcte le plus fréquemment lorsqu'il est attentif et également il a une lecture qui est satisfaisante selon l'institutrice, donc il peut éliminer un diagnostic de dyslexie chez cet enfant. Donc, quel est le diagnostic le plus probable dans ce cas? TDAH. Donc, c'est le trouble déficit de l'attention hyperactivité. C'est également un trouble qui est neurodéveloppemental, d'étiologie multifactorielle. Il est basé sur 3 symptômes. À la base, c'est les troubles attentionnels. Et le noyau du TDAH, c'est le déficit de l'attention. Et secondairement à ce déficit, c'est un enfant qui n'arrive pas à se concentrer dans un temps qui est satisfaisant comme ses camarades. Donc, il n'arrive pas à maintenir son attention. Donc, il va manifester cette instabilité. Il va devenir instable, très actif en classe. Et il va manifester une impulsivité. Donc, il n'arrive pas à se contrôler, il n'arrive pas à se retenir. Lorsque l'enseignant pose une question, c'est le premier qu'il va répondre sans attendre son tour. Donc, il a cette impulsivité et il n'arrive pas à se contrôler. Donc, les difficultés scolaires dans le cas de TDAH sont fréquentes. Dans le cas de TDAH, l'enfant a manifesté cette hyperactivité avant 7 ans ou avant 12 ans. Donc, depuis son enfance, il a cette hyperactivité et ces troubles attentionnels. Et par définition, ces troubles doivent se manifester dans au moins 2 contextes différents, c'est-à-dire en famille, à l'école, au cours des activités de loisirs. Ce n'est pas uniquement dans un seul endroit. Donc, ça doit se manifester dans au moins 2 contextes différents. Donc, pour la prise en charge du TDAH, qu'est-ce que vous avez retenu du cours comme prise en charge? Introduire l'enfant dans des activités telles que sportives. Oui, donc. Partager les tâches nécessitant une attention. Oui, donc la prise en charge est non médicamenteuse au début. Donc, auprès de l'enfant, on va lui préconiser une activité sportive ou des thérapies comportementales pour qu'il arrive à gérer son hyperactivité et à s'autocontrôler. Auprès des enseignants, il faut limiter les stimuli extérieurs pour l'enfant, partager les tâches scolaires, favoriser le renforcement positif pour l'enfant plutôt que les punitions. Et auprès des parents… Docteur, oui. Docteur, l'année بلاش نقصدوا بها partager les tâches. Donc, cet enfant, il n'est pas capable de maintenir son attention pendant 1 heure ou 2 heures d'enseignement. Donc, il vaut mieux lui offrir un exercice, par exemple, de 15 ou 20 minutes. Il va faire une petite pause pour pouvoir être plus attentif. Parce que si on va le mettre des heures dans le même exercice, non, il n'est pas capable de rester attentif comme ses amis. Donc, lorsqu'on va lui donner des tâches ou des exercices, et surtout plus faisables avec la famille plutôt au niveau de l'école, donc ses parents, ils vont partager les exercices et les tâches scolaires. Donc, il fait un exercice, par exemple, de 20 minutes, puis il va se reposer 15 minutes, puis il reprend. Pour que les tâches doivent être adaptées à ses capacités attentionnelles. Donc, la prise en charge médicamenteuse se base sur la prescription de psychostimulants
En effet, le TDAH, c'est un trouble déficit de l'attention, donc il a un problème au niveau de l'attention. Donc, on va donner des psychostimulants pour stimuler l'attention de cet enfant. Et en Tunisie, c'est la méthylphénidate ou la ritaline qui est commercialisée et prescrite dans le TDAH. Et, Madame, le traitement médicamenteux, c'est après l'échec de l'autre traitement. les deux prises en charge non médicamenteuses, on doit toujours garder la prise en charge non médicamenteuse. Mais s'il existe un retentissement important sur la scolarité de l'enfant, et si ça ne marche pas uniquement par la modification de l'environnement de l'enfant, on va prescrire le traitement. D'accord. Madame, le traitement est prescrit pour une longue durée ou pour une période limitée? On va explorer au cas par cas. Donc, on va mener cette année scolaire avec la ritaline. Oui, dans la prochaine année scolaire, on va voir si, pour l'enfant, est-ce qu'on va reconduire le traitement. Mais en général, on va le reconduire. Et pour les enfants, l'hyperactivité est plutôt manifeste à l'école. Mais lorsqu'ils sont en collège, donc cette hyperactivité va diminuer et l'enfant va garder ses difficultés attentionnelles, mais il va savoir comment gérer ses difficultés et ses capacités. Donc, le traitement, on va le donner pendant la scolarité. On ne le donne pas pendant les week-ends, on ne le donne pas pendant les vacances. Ce sont des fenêtres thérapeutiques pour voir que ce soit l'évolution des symptômes, mais également la tolérance du traitement chez l'enfant. Donc, je vous donne un autre cas clinique. C'est un enfant âgé de 6 ans qui est amené par sa mère. Cet enfant refuse d'aller à l'école et avant de partir à l'école, il manifeste des douleurs abdominales le matin avec des crises de pleurs. Alors, pendant les week-ends, cet enfant va bien. Alors, quel est le diagnostic le plus probable chez cet enfant? Anxiété de séparation. C'est l'anxiété. Anxiété de séparation. Oui, c'est le trouble anxiété de séparation. Phobie scolaire. Non, c'est plutôt le trouble anxiété de séparation. Cet enfant qui a des symptômes anxieux, des plaintes somatiques, des douleurs abdominales, surtout en rapport avec le départ à l'école. Mais pendant les week-ends, cet enfant va bien. Et c'est une étiologie fréquente de difficultés scolaires secondaires chez l'enfant. Donc, ce ne sont pas primitifs, ce ne sont pas des difficultés qui sont primaires telles qu'on les a observées dans les troubles neurodéveloppementaux. Ce sont plutôt des difficultés scolaires qui sont secondaires et on les trouve dans les troubles réactionnels lorsque l'enfant va subir un événement stressant dans sa vie, dans des troubles anxieux, et dans d'autres troubles psychiatriques. Donc, dans ce même sens, je finis par ce dernier cas clinique. Donc, vous recevez en médecine scolaire une fille qui s'appelle Aïcha, âgée de 10 ans, et qui vient vous consulter pour fléchissement scolaire. Selon sa maman, Aïcha a changé de comportement depuis plus d'1 mois. Elle se dispute très souvent avec son petit frère et ses amis. Elle est insolente avec sa maîtresse. Elle a des difficultés à s'endormir, elle a perdu l'appétit et semble ne s'intéresser à rien, et elle ne fait plus ses devoirs et répète souvent que personne ne le m'aime. La maman de Aïcha vous informe aussi qu'elle est en cours de séparation avec son mari. Dépression. On va tout d'abord analyser la sémiologie. Les cas que je vous ai donnés sont le plus souvent des cas typiques, sont des cas simples, juste pour pouvoir bien assimiler le cours. Donc, sur le plan sémiologique, qu'est-ce qu'elle a cette fille? Difficultés scolaires. Oui. Un fléchissement scolaire. Oui. Changement du comportement. Oui. Donc, c'est quand on le retrouve fréquemment dans la dépression chez l'enfant. C'est un changement par rapport à un état antérieur ou une rupture par rapport à un état antérieur. Oui.
insomnie, Irritabilité, irritabilité, oui, donc les enfants sont très sensibles par rapport à leur environnement et surtout par rapport aux séparations. Donc, vous avez parlé d'un changement par rapport à un état antérieur, à une irritabilité, à une insomnie. Quoi d'autre? hétéro-agressivité, Oui. Mhm. Donc, une certaine agitation ou des troubles du comportement quand on les observe chez les enfants. humeur triste, D'après quel passage vous avez déduit le meurtrice de cette fille? ne s'intéresse à rien, C'est pas l'humeur, c'est quoi? Anorexie. L'indifférence. Dévalorisation. Non, elle ne s'intéresse à rien. L'anorexie. Désintérêt, معناها. désintérêt, Dans la dépression, c'est plutôt, on parle de perte d'intérêt et du plaisir ou l'anédonie qu'on la trouve dans la dépression. Donc, cette fille semble ne s'intéresser à rien et a perdu l'appétit. Votre amie a parlé d'anorexie, donc elle a des troubles instinctuels, que ce soit au niveau du sommeil ou de l'appétit. Et chez les enfants, on n'observe pas cette humeur triste. L'enfant ne dit pas qu'il est triste, c'est plutôt, il dit que personne ne l'aime. Et c'est très spécifique de la dépression chez l'enfant. Madame, je vois l'élément sémiologique lorsqu'elle dit personne ne l'aime. On n'a pas vraiment, on peut pas faire comme la dépression, c'est une humeur triste, mais on peut le mettre dans la rubrique d'un symptôme dépressif. D'accord, merci. Donc, la dépression est une cause fréquente de difficultés scolaires chez l'enfant. En effet, un enfant déprimé, il a une baisse de l'estime de soi, une autodévalorisation, avec une inhibition intellectuelle. Il n'a pas d'intérêt pour ses études, il n'a pas d'intérêt pour penser et effectuer ses tâches scolaires et qui peut même aboutir à un échec scolaire et qui va aggraver cette baisse de l'estime de soi chez l'enfant. Donc, je finis juste par vous rappeler les moyens de prévention des difficultés scolaires chez l'enfant. Cette prévention va passer au début par la prévention des facteurs de souffrance périnatale, par l'optimisation des conditions d'accouchement et de la surveillance des femmes enceintes, parce que la souffrance fétale, surtout lors de l'accouchement, va retentir sur le cerveau qui est fragile de cet enfant et peut même être à l'origine de difficultés cognitives et même d'un handicap intellectuel léger chez l'enfant. On va agir sur les facteurs somatiques. Par exemple, si un enfant a une maladie chronique, donc autant que possible, on doit éviter les hospitalisations pendant les périodes des examens. Donc, on doit essayer de faire au maximum l'équilibre de ces pathologies organiques chez cet enfant. Donc, la prévention va passer par l'aide spécifique pour les enfants de milieux socio-économiques défavorisés, par la généralisation du jardin d'enfants et des classes préparatoires, et le dépistage et la prise en charge des premières difficultés au jardin d'enfants. En première année, le médecin scolaire peut faire le dépistage de certaines difficultés chez l'enfant, le dépistage des problèmes ophtalmologiques ou de problèmes sensoriels qui ont passé inaperçus, mais également il peut faire le dépistage des troubles spécifiques des apprentissages ou de TDAH et mener un bilan précoce et orienter de façon précoce en pédopsychiatrie si les troubles ne sont pas jugulés, ce ne sont pas des troubles réactionnels. Et cette prise en charge précoce va aider l'enfant tout au long de sa scolarité.
Donc, je vous remercie pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions concernant le cours? Madame, Madame, Oui. vas-y. Madame Brabe, le fait de refus d'aller à l'école et l'investissement scolaire à la maison, ça évoque la phobie scolaire ou bien le trouble anxiété de séparation? C'est la phobie scolaire. Madame, كيفاش نفرقوا بيناتهم؟ L'anxiété de séparation, tu trouves l'enfant, il ne veut pas se séparer, c'est pas uniquement l'école. C'est un enfant qui ne veut pas se séparer de ses parents ou de ses figures d'attachement. Donc, il ne va pas rester chez quelqu'un d'autre. Lorsqu'il est loin de sa maman, il est tout le temps préoccupé de la séparation d'avec sa maman. Donc, il pense que sa maman va lui passer un événement qui est malheureux, qu'elle va faire un accident, qu'elle va subir quelque chose, que lui va subir quelque chose et va se séparer d'avec ses parents. C'est pas uniquement l'école. Donc, c'est la séparation. Et pour la phobie scolaire, c'est l'enfant qui a une anxiété en rapport avec la scolarité. C'est un refus scolaire qui est anxieux et l'enfant, il n'a pas de problème pour les tâches scolaires en elles-mêmes parce qu'il va investir ses exercices à la maison, mais il a une anxiété d'être dans l'école. Mais on observe fréquemment les enfants qui ont des phobies scolaires ont des antécédents de troubles anxiété de séparation. Mais dans le trouble anxiété de séparation, c'est la séparation d'avec les figures d'attachement. Donc, même s'il ne va pas partir à l'école, qu'il va partir ailleurs, donc il est tout le temps préoccupé que quelque chose de malheur va passer à sa maman ou à lui-même et qu'il ne va pas les retrouver après. معناها مادام في الكا كلينيك اللي جوست قبل الديبرسيون هذيك مش فابي سكولير خاطر براتيكمون ما حكايكمش على معناها ليكول وما حكيش على سيباراسيون في بلاصه اخرى ولا ما عرفتش ما قالش لي اتاشي اسامير ولا حاجه ما عرفتش. On peut le suspecter, oui. Oui, vous avez raison. دكتور Oui. دكتور في هذيك الكلينيك مش نورمالمون معناتها لا بون ايتا نتاعو في لي ويكاند الفا معناتها elle évoque la séparation. Oui, donc il est avec sa maman, il n'est pas séparé d'elle-même. Docteur, j'ai pas compris du coup في هيك cas clinique يعني c'est la phobie scolaire ou la trouble de séparation? On peut suspecter les deux, mais juste on doit avoir d'autres éléments. L'enfant, lorsqu'il est à la maison et loin de ses parents ou avec quelqu'un d'autre, comment il se comporte. Mais on est toujours dans la rubrique des troubles anxieux. Madame? Oui. Merci pour le cours. Madame, بالنسبة للإكزامان شنو هما les étiologies معناها اللي لازمنا نركزوا عليهم في الديفيكولتي سكولير؟ كان تنجم تقول لنا على شنو نجموا نركزوا؟ Tout le cours, mais on ne va pas demander les détails vraiment de la prise en charge. Je m'en ai marre des détails prise en charge. Donc, les détails de la prise en charge du TDA ou du TDAH. Donc, c'est vraiment, vous devez avoir à l'esprit que si un enfant a des difficultés scolaires, donc on peut penser à des étiologies organiques, des troubles sensoriels essentiellement ou des maladies chroniques. On peut penser à des difficultés scolaires qui sont primaires. Donc, ce sont essentiellement les troubles neurodéveloppementaux. Et cet enfant également peut avoir des difficultés scolaires en rapport avec une dépression ou un trouble anxieux. Et dans les difficultés scolaires qui sont primaires ou les troubles neurodéveloppementaux, donc vous devez avoir à l'esprit quels sont les signes qui peuvent nous orienter vers un trouble spécifique des apprentissages, un handicap intellectuel, un TDAH. Ah d'accord, معناها مش tous les signes اللي بنعرفوهم على les étiologies, juste quelques signes pour distinguer شنو هو diagnostic. Oui, bien sûr. D'accord. Le cours m'a famé tous les détails là. J'ai essayé d'alléger au maximum. On peut se contenter les موجود في الdiapositive. D'accord. Oui, oui, oui. D'accord. يعيشك madame. Madame? Oui. En fait, le bilan d'un enfant en difficulté scolaire, معناها لازم نعرفوه مش plutôt معناتها باش يجينا ككلينيك دونك نركزوا على les étiologies اللي لقيناهم اليوم. Oui, bien sûr.
Le bilan, c'est le bilan juste, c'est à titre indicatif pour connaître le bilan. Mais on ne va pas demander quel bilan on va donner à un enfant en difficulté scolaire. Le bilan que vous allez préconiser, c'est spécifique au cas clinique et à l'enfant. Donc, pour un enfant qui a un handicap intellectuel, je ne vais pas demander un bilan orthophonique, un bilan psychomoteur, un test de personnalité. Donc, le bilan, c'est spécifique aux troubles. D'accord, merci. Madame, pour les troubles somatiques et sensoriels, en fait, ça m'abache à des étiologies telles que l'épilepsie, le diabète, anémie. Normalement, soit ça va être clair, mais la clinique, ou elle m'a dit voilà. Bien sûr, mais tout même tramouche qui fait l'examen, donc tramouli, c'est un enfant qui a une maladie chronique, ça peut expliquer les difficultés scolaires qu'il a. Oui, madame, si juste l'examen قرب donc حابين نثبتوا برا. Merci. Madame, Ok. madame, ربي ينجحكم. et madame, Merci. si ça vous dérange pas, تنجمش تبعث لنا les diapos نتاع ليكا كلينيك هذوما باش يكون على سيبور écrit معناتها قدامنا. Ça me dérange pas, mais ما نعرفش هذا نورمالمون باش تكون انregistré هذه السيكونس. Justement, معناتها le fait que هي قدامنا معناتها sur papier imprimé تربحنا وقت اكثر من اللي نقعدوا نرجعوا الفيديو وكل فهمت. لي ديابوزيتيف هذوما ولا الباوربوينت اللي حطيته لكم الفيديو؟ هذوما مش مشكل معناتها هذوما quelqu'un parmi vous بعث لي المو كونتاكت وانا تو نبعثهم له. هاني تو خلي لك ميل في الشات يا مدام. اوكي. كان هكا هما هذوما خيط خاطر لي كا كلينيك باش نجمو نزيدو نفهمو، اما سي بوسيبل ابعثهم لنا جوج. ميرسي. تفضل سلامة. Merci beaucoup, docteur. Merci.